Le jour où j'ai décidé de faire don de mon corps à la science, j'ai appelé ma sœur. Ça faisait 7 ans qu'on ne s'était pas parlé. Elle a mis un temps fou à décrocher. J'ai tout de suite expliqué ce que je voulais, en ajoutant prudemment. C'est juste une signature, ça ne te prendra pas longtemps. Elle a juste lâché un « t'es malade » et m'a raccroché au nez. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire des centaines de kilomètres avec mes papiers, pour aller la voir dans sa ville. Quand je suis arrivé, c'était le moment où elle était la plus débordée. Elle a signé à la va-vite, sans même me jeter un seul regard. Elle a juste ajouté avec agacement, et rajoute une clause. Quand tu crèveras pour de bon, qu'on ne vienne pas me prévenir. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je me suis souvenu de ma maladie. Depuis ce qui s'est passé il y a 7 ans, elle me voue une haine féroce. À ce stade, lui dire la vérité ne servirait plus à rien. Il y a 15 jours, on m'a diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique. Plus communément appelée la maladie de Charcot. En tant que professeur de médecine, je sais pertinemment ce que ce diagnostic implique. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment une maladie aussi rare a pu me tomber dessus. J'ai pris un long congé de 15 jours, et je me suis enfermé chez moi, pour essayer d'encaisser cette terrible nouvelle. Ce n'est que dans les 2 derniers jours de mon congé, que j'ai fini par accepter la réalité et prendre ma décision. Puisque je suis condamné à mourir bientôt, je veux faire don de mon corps à l'université où j'enseigne, pour faire avancer la recherche sur la maladie de Charcot. J'avais rempli tout le formulaire, seule la case pour la signature de la famille était restée vide. Mes doigts se sont crispés sur le stylo, jusqu'à en blanchir mes jointures. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un seul membre dans ma famille. Enfin, si j'ai encore le culot de l'appeler ma famille. J'ai fini par prendre mon téléphone. Et après un long moment d'hésitation, j'ai composé ce numéro, 7 ans après. Tu pourrais me signer un papier pour faire don de mon corps? Dès qu'elle a décroché, je lui ai bredouillé ma demande. Silence à l'autre bout du fil. Les secondes passaient l'une après l'autre. Dans ce silence de mort, mon cœur m'est remonté dans la gorge, j'avais les mains moites, et soudain, les larmes me sont montées aux yeux. Je croyais avoir accepté la situation, que j'étais devenu insensible. Mais à cet instant précis, face à son silence, la réalité de la mort m'a frappé. Et j'ai ressenti une peur et une tristesse immenses. J'ai fait semblant d'être calme et j'ai repris, tu m'entends? C'est juste une signature, t'inquiète pas, ça ne te prendra pas longtemps, toujours aucune réponse. Comme on ne s'était pas parlé depuis 7 ans, j'ai commencé à douter. Et si elle avait changé de numéro? Alors j'ai demandé doucement. C'est bien Lindsay. Cette fois, sa voix pleine de mépris et d'exaspération a fini par résonner, t'es grand malade, toi. C'était bien elle, c'était bien Lindsay. Ma gorge s'est serrée. Avant même que je puisse ajouter un mot, le bip de fin d'appel a retenti. 7 ans de silence, et visiblement, sa haine pour moi n'a pas diminué d'un poil. Mais un don de corps à la science sans la signature de la famille, c'est vraiment compliqué à valider. Je repensais à ce que le médecin m'avait dit. La maladie de Charcot est imprévisible. Peut-être que dans 1 an, ou dans 6 mois, ou même dans une quinzaine de jours, mes membres et mes organes vont commencer à lâcher un par un. Je n'ai aucun moyen de savoir à partir de quel jour je ne pourrai plus marcher, plus rien attraper, ou pire, avoir du mal à respirer, et ne plus pouvoir parler. Alors, autant régler ce qu'il me reste à faire au plus vite. Ce sera mieux ainsi. J'ai pris un billet pour le soir même et j'ai fait un long voyage jusqu'à la ville où habite Lindsay. Ça faisait des années qu'on avait perdu contact. Après avoir atterri à Haicheng, j'ai essayé de savoir où elle était. Et ça m'a demandé un mal fou. Quand je suis enfin arrivé à cet hôtel. C'était déjà le matin du 2e jour, et je me suis fait recaler à l'entrée par la sécurité. Voyant que je refusais de partir, une femme d'un certain âge m'a lancé froidement. C'est le banquet d'anniversaire du petit frère de la directrice Lin, de Yixin Technologies. Aucun étranger ne rentre aujourd'hui. J'ai essayé de m'expliquer calmement. Je suis justement venu voir cette directrice Lin. Je suis aussi son frère. Pourtant, le seul vrai frère de sang de Lindsay, c'était moi et personne d'autre. Mais en disant ça, je me suis senti tellement coupable. Au point de ne plus pouvoir lever la tête. Évidemment, la femme ne m'a pas cru une seule seconde. Elle a tendu le bras pour me chasser. Mais soudain, les portes en verre de l'hôtel se sont ouvertes à la volée. À l'intérieur, quelqu'un s'avançait vers nous. Un rire moqueur et grave a retenti. Tu as un sacré culot, toi. Mon cœur a raté un battement. Des années avaient passé, mais cette voix réveillait toujours en moi un sentiment instinctif de honte et d'angoisse. J'ai ravalé mon envie de prendre mes jambes à mon cou et je me suis forcé à lever les yeux vers la personne qui approchait. On ne s'était pas vu depuis 7 ans. Lindsay n'avait plus rien de la gamine de 19 ans d'autrefois. Cette fille qui pleurait au téléphone, qui me suppliait de rentrer pour voir maman une dernière fois. J'ai ouvert la bouche, mais ma gorge
C'est noué comme si j'avais avalé du coton. Impossible de sortir le moindre son. C'est seulement quand une voiture s'est garée devant l'entrée, et que Lindsay m'a ignoré pour se diriger vers la personne qui en descendait, que j'ai repris mes esprits. S'il te plaît, signe ça pour moi, juste une signature. Ai-je lâché précipitamment. J'ai couru après elle en fouillant maladroitement dans mon sac pour en sortir le document et un stylo. La fête était immense, il y avait un monde fou, et elle était visiblement débordée. Alors, quand je lui ai barré la route, elle a soupiré d'agacement et m'a arraché le stylo des mains. Elle a griffonné son nom sans même lire. Au moment de lever le stylo, comme pour s'assurer que je ne revienne plus la harceler, elle s'est arrêtée une seconde et a lâché d'un ton glacial, on va rajouter une clause. Le jour où tu crèveras pour de bon, t'avises même pas de me prévenir. C'est comme si une arête de poisson venait de se planter dans ma gorge. J'ai mis un long moment avant de pouvoir répondre, d'une voix si faible que je m'entendais à peine. D'accord. Une fois ma réponse obtenue, Lindsay a fini de signer d'un geste sec. Sa signature faite, elle refusait toujours de croiser mon regard, puis elle a lâché froidement, tu peux dégager, maintenant? Le papier signé à la main, je me suis écarté par réflexe pour la laisser passer. Dans ma tête, ces derniers mots tournaient en boucle dans un bourdonnement assourdissant. Sur la route vers Aicheng, j'avais imaginé plein de scénarios, je m'étais dit qu'elle remettrait en question ce formulaire de don de corps, qu'elle croirait à un faux, ou qu'elle me demanderait pourquoi je signais un truc pareil si jeune. Ou même, qu'elle s'inquiéterait de savoir si j'étais tombé malade. Mais non. Rien de tout ça. Juste une signature rapide, glaciale et pleine de mépris. Elle n'en avait absolument rien à foutre de ce papier. Je suis resté figé là un long moment. Et quand j'ai enfin réagi, Lindsay était déjà rentrée depuis longtemps. Le vent glacial de l'hiver hurlait, me glaçant jusqu'aux os. Le corps complètement engourdi par le froid, j'ai fait demi-tour vers l'aéroport. Je ne sais même plus combien de temps j'ai marché. C'est à ce moment que je me suis soudain rappelé que je devais prendre un taxi. C'était bien trop loin de l'aéroport pour y aller à pied. J'avais l'esprit complètement embrouillé. Je ne sais même plus comment je suis rentré à Nancy. Quand je suis arrivé chez moi, il était déjà plus de 2 heures du matin. J'ai allumé mon ordinateur pour écrire une lettre de démission, avec l'intention d'aller voir le directeur des logs pour quitter mon poste. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Song-Hue, le directeur Zhao m'a dit que tu avais pris 15 jours de congé. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Si tu ne réponds pas, je vais devoir appeler la police. C'est là que j'ai remarqué qu'il m'avait appelé des dizaines de fois depuis la veille au soir. Il m'avait envoyé une tonne de messages. Mon téléphone était sur silencieux, et avec mon état de fatigue extrême, je n'avais absolument pas fait attention à Song-Hue, qui était aussi parti en déplacement pour son cabinet d'avocat. Il n'était rentré que la veille. Je l'ai vite rappelé, car il se faisait un sang d'encre de son côté. Il m'a posé des tas de questions pendant un bon bout de temps. Je n'ai pas osé lui parler de ma maladie. J'ai juste inventé une excuse bidon pour noyer le poisson, mais il n'avait pas l'air totalement convaincu. Si tu as le moindre problème, tu dois absolument me le dire. Après avoir raccroché, j'ai ravalé mes larmes, le regard fixé sur cette lettre de démission. Finalement, j'ai tendu la main et j'ai déchiré la feuille. Je m'étais soudain souvenu d'une chose. Je devais encore de l'argent à Song-Hue. 50 000 yuan, ni plus ni moins. Il galérait pas mal lui aussi. Je devais le rembourser avant de mourir. Le lendemain, je suis retourné travailler à l'université comme d'habitude. Mais après avoir donné mon grand cours de la matinée, j'ai aperçu Lindsay, qui se tenait à la porte de la salle de classe. Elle était accompagnée par la direction de l'université. Elle a froncé les sourcils en me regardant sur l'estrade. Pendant un instant, je n'ai vraiment pas compris ce que ça signifiait. J'ai même cru que j'avais des hallucinations. Hier encore, elle était à des milliers de kilomètres de là, à Aishan. La direction m'a fait signe d'approcher. Puis, avec un ton sarcastique, Lindsay m'a demandé, vous allez me faire croire que c'est une simple coïncidence? Je n'avais pas saisi où elle voulait en venir, jusqu'à ce qu'elle jette un regard dans la salle. C'est alors qu'un étudiant est sorti en courant et l'a appelée. Grande sœur. C'est là que j'ai percuté. Le fils de la mère adoptive de Lindsay, son nouveau petit frère, n'était autre que mon étudiant, Wenfeng. Il y a tellement de coïncidences dans ce monde. Pas étonnant qu'hier, quand je suis allé la trouver à Aishan, sa voix m'ait semblé si familière. J'ai expliqué calmement. Je n'étais absolument pas au courant. Mais Lindsay manquait clairement de patience et m'a coupé la parole. Démissionner. Je suis resté figé un instant, manquant d'éclater de rire de colère. Et pour quelle raison? Lindsay m'a regardé de haut, avec une telle arrogance que même un simple regard de sa part semblait être une aumône. Pour la simple raison que je ne vous fais pas confiance. Que ce soit pour votre moralité,
ou vos compétences de professeur. Je refuse de laisser mon petit frère entre les mains de quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme vous. J'ai lutté pour réprimer la douleur sourde qui me serrait le cœur. J'ai levé les yeux pour l'affronter du regard. Je refuse. Lindsay a lâché un petit rire léger. Très bien, dans ce cas, je vais faire changer Xiaofeng d'université. Quant au laboratoire et au matériel de recherche que je comptais offrir à votre établissement, le contrat de donation n'est pas encore signé de toute façon. Autant en faire profiter sa nouvelle école. La direction s'est aussitôt intervenue, paniquée. Attendez, s'il y a un malentendu entre vous et le professeur Lin. Il y a sûrement un malentendu. Pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter calmement? Discuter, ce ne sera pas la peine. Je n'ai aucune envie de parler avec ce professeur Lin. Je veux savoir s'il sera parti d'ici 3 jours. Donnez-moi juste votre réponse. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna. La direction de l'école semblait perplexe, mais tenta tout de même de me rassurer. Professeur Lin, ne vous inquiétez pas. L'école ne licenciera jamais un enseignant sans motif valable. Au pire, nous renoncerons à cette donation. C'était gentil de sa part, mais le retrait d'une telle somme, l'impact sur l'école serait désastreux. J'ai regardé la silhouette de Lindsay s'éloigner. Serrant les poings à m'en faire mal, j'ai pris sur moi et je lui ai couru après. Je l'ai attrapé par le bras pour lui barrer la route. Grande sœur, qui me brûlait les lèvres, je l'ai ravalé de justesse pour l'appeler par son prénom. Lindsay. Tu ne peux pas faire ça. Lindsay a baissé les yeux vers moi, comme si je venais de sortir la meilleure blague de l'année. Un sourire sarcastique a étiré ses lèvres. Ah oui? Et pourquoi je ne pourrais pas? J'ai pris une grande inspiration pour tenter de me calmer. Si tu as quelque chose à dire, on peut en discuter calmement, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Lindsay a ricané. Professeur Lin, c'est une blague, j'espère? Avant, elle m'appelait toujours tendrement, Xiaoyi. Aujourd'hui, ce professeur Lin, plein de sous-entendus, ne cachait plus qu'un mépris et un dégoût infini. Lindsay a baissé les yeux sur la main avec laquelle je m'agrippais à son bras. En fronçant les sourcils, elle a épousseté la manche que je venais de froisser, comme si j'étais la pire des saletés. Puis, elle a de nouveau planté son regard dans le mien. Quelqu'un qui a choisi le camp d'un père infidèle juste parce qu'il était riche, le jour du divorce de ses parents. Et même quand ce même père a usé de son pouvoir pour que notre mère parte sans le moindre sou. Quelqu'un capable d'abandonner sa propre mère et sa sœur, juste pour un stupide bracelet en édition limitée. Une personne qui n'a même pas daigné venir voir sa mère biologique sur son lit de mort. Qui n'est pas rentrée une seule fois en 7 ans, pas même pour brûler de l'encens sur sa tombe. Dis-moi, comment je suis censé parler calmement avec une personne aussi pourrie? Ces mots étaient comme un bloc de pierre invisible qui m'écrasait le dos. Incapable de relever la tête, il m'a fallu un long moment avant de murmurer, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ce que tu crois. Ah, vraiment? Quelle pauvre petite victime. Allez, déballe tes excuses, je suis toute oui. J'ai ouvert la bouche, mais le souvenir de ma maladie m'a rattrapé. Et soudain, dans un état second, je me suis revu à l'âge de 10 ans. Le jour où maman a accepté de partir sans un centime, juste pour obtenir notre garde, à Lindsay et à moi. Nous avions quitté notre villa de plus de 1000 mètres carrés, pour emménager dans un vieil appartement délabré qui n'en faisait même pas 50. La journée, maman enchaînait les petits boulots. Elle courait partout pour supplier papa de payer la pension alimentaire, et faisait jouer ses relations pour trouver un avocat et le traîner en justice. Elle n'avait pas une minute à elle. Alors, Lindsay et moi, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Tous les jours, après les cours, Lindsay m'attendait devant ma classe pour qu'on rentre ensemble. Juste pour économiser 2 pauvres pièces dans les transports, on devait marcher à la tombée de la nuit pendant plus d'une demi-heure. Un jour, je me suis plaint d'avoir mal aux pieds. Elle s'est accroupie devant moi et a tapoté son dos, en me disant, avec un faux air détendu, allez grimpe, petit monstre, ta grande sœur va te porter. Sauf que le soir même, après m'avoir porté jusqu'à la maison, son cœur a lâché. Une nouvelle crise cardiaque. La douleur la faisait trembler de tout son long sur le canapé. Paniqué, je courais dans tous les sens pour lui chercher de l'eau et ses médicaments. En ouvrant le tiroir sous la table basse, j'ai découvert que le flacon de ses médicaments pour le cœur était vide depuis bien longtemps. Dedans, il ne restait plus qu'une boîte de cachets contre la douleur. Elle les avait remplacés par les moins chers, ceux qui coûtent moins d'1 yuan la pilule. Ce soir-là, maman était allée voir papa pour lui réclamer la pension alimentaire. Tard dans la nuit, elle n'était toujours pas rentrée. Dans notre petit appartement sombre et humide, Lindsay a pris ses antidouleurs bas de gamme. À cause de la douleur au cœur, elle était allongée sur le lit, tremblante. Je me suis accroupi près d'elle en pleurant. Elle a serré ma main avec difficulté et m'a murmuré, mon petit monstre.
Ne dis rien à maman. Ta grande sœur va s'allonger un peu, et ça passera. Je regardais son visage d'une pâleur cadavérique, la sueur froide qui couvrait son corps. J'avais même l'impression qu'elle allait mourir. J'ai sangloté à voix basse. Je vais aller voir papa pour lui demander de l'argent. On va t'emmener à l'hôpital. Avec les meilleurs médicaments, tu n'auras plus jamais mal. Lindsay a serré les dents, et sur son visage pâle, il n'y avait plus que de la haine. Plutôt mourir que de retourner supplier cette ordure. Mais moi, je ne voulais pas que ma grande sœur meure. Les effets secondaires de ces antidouleurs bon marché, et la douleur d'une crise cardiaque sans pouvoir recevoir de soins à temps, je voyais tous les jours à quel point tout cela faisait souffrir. Lindsay, personne ne le voyait plus clairement que moi. Une autre fois, alors que Lindsay était alitée, elle a sorti un bracelet de sa poche, comme par magie. Elle me l'a tendu. La maladie l'avait torturée toute la nuit, son visage était livide, et elle avait des cernes noires sous les yeux. Pourtant, elle s'efforçait à me sourire et à murmurer, « Xiaoyu. Joyeux anniversaire !» Ce bracelet coûtait plus de 2000 yuan. Lindsay n'était encore qu'une mineure, elle ne pouvait pas travailler pour gagner de l'argent. Elle avait économisé en cachette l'argent de ses médicaments, pour m'offrir ce bracelet que je voulais tant. Elle a glissé le bracelet avec précaution dans ma main. Et ma seule réponse a été de froncer les sourcils et de lui reprocher. Pourquoi ce n'est pas l'édition limitée? Je t'avais bien dit que c'était celui-là que je voulais. Lindsay est restée silencieuse un long moment, avant de finalement répondre, plus tard. Quand je pourrai gagner de l'argent? Je l'ai interrompu avec impatience, je veux rentrer. Retourner vivre chez papa. Si tu ne veux pas aller le supplier, eh bien, j'irai à ta place. Lindsay refusait de dépenser l'argent de cette ordure. Alors, il suffisait de ne jamais lui dire d'où viendrait cet argent. Les lèvres de Lindsay ont tremblé. Elle a levé la main avec difficulté pour toucher mon front. Xiaoyu, tu as de la fièvre? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai repoussé sa main d'un coup sec et je me suis levé, le visage plein de dégoût. On s'est fixé du regard pendant un long moment. Un silence de mort. Et puis, je ne sais combien de temps après, j'ai entendu la voix pleine de déception et d'impuissance de Lindsay. Tu le penses vraiment? Je suis retourné vivre chez mon père, j'ai retrouvé ma vie de princesse, baignée dans le luxe, pendant que Lindsay et maman continuaient de galérer. Lindsay refusait de venir me voir. Maman, qui avait le cœur tendre, essayait de la raisonner, Xiaoyu, depuis toute petite, n'a jamais connu la misère. Elle est encore jeune, elle ne se rend pas compte. Ne lui en veux pas, alors, elle passait me voir de temps en temps. Mais il y avait un froid glacial entre nous. J'ai changé pour retourner dans mon ancienne école, et je n'avais plus ma grande sœur à mes côtés. Lindsay avait d'excellents résultats scolaires. Et comme elle était dans le besoin, elle a reçu une aide financière du directeur de son lycée. Chaque mois, elle touchait une bourse. Sa vie avec maman a fini par s'améliorer petit à petit. C'est comme ça qu'on a continué à vivre, chacune de notre côté. Jusqu'à mes 16 ans, maman, qui avait toujours été de santé fragile, a été admise en salle de réanimation. Et l'hôpital a émis un avis de décès imminent. Ce soir-là, j'étais sur un yacht de luxe pour fêter l'anniversaire de papa. Au milieu des feux d'artifice et de la fête bruyante, j'ai reçu un appel de Lindsay. C'était la première fois que je l'entendais pleurer, si désemparée, submergée par la douleur, perdue. Sa voix tremblait tellement que je l'entendais à peine. Elle a dit, « Xiaoyi, reviens vite. Maman veut te voir une dernière fois. » Mais je lui ai répondu, « La fête d'anniversaire de papa n'est pas encore finie, on verra peut-être ça demain. » Parce que ce soir-là, c'était ma meilleure chance de rassembler les preuves des crimes de Lin Shanming. Le lendemain, quand je suis rentré, je n'ai pas pu voir maman, j'ai seulement vu le certificat de décès délivré par l'hôpital. Lindsay m'a regardé et n'a dit qu'une seule phrase, « Lindsay, je ne veux plus jamais te revoir. » C'était, dans mes souvenirs, la toute première fois qu'elle m'appelait par mon nom complet. Je n'ai pas vu le corps de maman, et je ne sais même pas où elle a été enterrée. Après ça, pendant 7 ans, Lindsay a coupé tout contact avec moi. À ce stade, révéler la vérité, à part rendre Lindsay un peu plus triste quand je mourrais. Quel sens ça aurait? Plutôt que de faire ça, il vaudrait peut-être mieux qu'elle continue de me détester. La voix de Lindsay s'est teintée d'une joie vengeresse. Ah, tu te décides enfin à venir me chercher. Tout ça pour t'abaisser devant moi pour un petit boulot payé quelques milliers de yuan par mois. C'est bien parce que Lin Shanming est en prison et que la belle vie est finie pour toi, pas vrai? Lin Shanming est notre père, à Lindsay et à moi. Pour des crimes financiers. Il a cumulé les peines et pris la perpétuité. Tous ses biens ont été saisis et vendus, mais ça n'a même pas suffi à rembourser ses dettes. J'ai soupiré doucement. Si tu veux le croire, très bien. Comme elle l'a dit, quand je serai vraiment morte, il n'y aura même pas besoin de la prévenir.
C'est aussi bien comme ça. Je ne voulais pas entendre une seule de ces insultes de plus, alors je me suis tourné pour partir, mais Lindsay a brutalement attrapé mon poignet. Elle semblait furieuse, alors, tu ne sais même plus quoi inventer? J'ai retiré ma main de toutes mes forces. Cette faiblesse familière s'est de nouveau emparée de mon corps. J'ai fait un seul pas, ma vue s'est troublée, mes jambes ont flanché, et je me suis effondré par terre. C'est presque impossible pour un adulte en bonne santé de s'écrouler d'un coup comme ça. Alors, mon comportement avait l'air complètement simulé. Comme on pouvait s'y attendre, Lindsay m'a regardé au sol en silence, avant de lâcher un rire moqueur. Après toutes ces années, tu n'as rien appris d'autre, mais pour faire la malade et jouer les victimes, t'es devenu vachement doué. Peut-être qu'elle avait l'intention de m'ajouter autre chose. Mais mon petit numéro l'a tellement dégoûté qu'elle a complètement perdu l'envie de m'adresser un mot de plus. Elle est passée tout droit devant moi, en lâchant froidement une dernière phrase. Tu es exactement comme cet homme. Vous n'avez que ce que vous méritez. Ces derniers mots, elle les a crachés entre ses dents. Je l'ai regardé partir, sans jamais se retourner. Je suis resté assise là, un long moment, avant de retrouver assez de force pour me relever difficilement et partir en m'appuyant contre le mur. J'ai déposé ma lettre de démission, et j'ai quitté l'école. En sortant de l'école, la voiture de Song-Hue m'attendait dehors. Il avait appris mon renvoi. Le visage déformé par la colère, il a pris ma défense, Lindsay. De quel droit te traite-t-elle comme ça? À peine Song-Hue eut-il terminé sa phrase, que Lindsay est justement sorti de l'école. Avant que mon père n'aille en prison, Song-Hue était son conseiller juridique et l'avait défendu dans pas mal de procès. C'est pour ça que Lindsay a toujours voué une haine viscérale à Song-Hue. En passant à côté de nous, Lindsay a lâché un ricanement plein de mépris. Fou de rage, Song-Hue a hurlé dans son dos. Est-ce que tu sais seulement ce que Lindsay a sacrifié pour toi toutes ces années? Qu'est-ce que tu as dit, a-t-elle lâché. J'ai baissé la voix, la gorge nouée. J'ai supplié, arrête, s'il te plaît. Song-Hue a serré les dents, mais sais-tu. Lindsay ne s'est pas retournée. N'attendant pas la suite, elle s'est brièvement arrêtée avant de monter en voiture et de partir. Je suis monté dans la voiture de Song-Hue. Il m'a regardé. Il devait me trouver pitoyable, l'air passablement agacé. Ton père est en tôle, pourquoi tu refuses toujours de dire la vérité à Lindsay? Je suis resté silencieux un long moment. Laisse tomber. Ai-je murmuré. Le regard scrutateur de Song-Hue s'est planté sur mon visage. Qui était si pressé, à l'époque? Qui disait que dès que Lin Shanming serait en prison, il irait tout de suite retrouver Lindsay, pour aller voir la tombe de sa propre mère? Je n'ai pas pu prononcer un mot. Song-Hue m'a fixé avec tellement d'insistance qu'il aurait pu me trouer la peau. Il s'est passé quelque chose, c'est ça? Paniqué, j'ai poussé la portière et je me suis presque enfui en courant pour rentrer chez moi. La voix de Song-Hue s'est éloignée dans mon dos, le directeur du collège de Lindsay m'a contacté hier. Il n'arrive pas à te joindre, il veut te parler. J'ai fait la sourde oreille. Une fois rentré, j'ai verrouillé la porte à double tour. Je n'avais monté que quelques étages, mais j'avais l'impression qu'on m'avait vidé de toute mon énergie. Épuisé, je me suis effondré sur le canapé et j'ai sombré dans un sommeil lourd et sans fin. À mon réveil, un silence de mort régnait. Dehors, il faisait nuit noire. J'étais complètement désorienté, incapable de savoir quel jour on était. J'ai eu un mal fou à me lever. J'ai fouillé partout pour ne trouver qu'un misérable paquet de nouilles instantanées. Je me les suis préparées dans un bol. Mais en attrapant mes baguettes, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à saisir les nouilles. Ces baguettes que je savais manier à la perfection depuis près de 20 ans, m'ont soudain paru être les objets les plus étrangers au monde. J'ai reproduit le mouvement habituel. Mais les nouilles ne cessaient de glisser, encore et encore. Une angoisse terrible, une sombre prémonition, a lentement rampé le long de ma colonne vertébrale, comme un serpent venimeux. J'ai fixé la paume de ma main d'un air hébété. Les articulations de mes doigts devenaient raides, engourdies, comme si une couche de glace était en train de les geler de l'intérieur. La faim me donnait des vertiges à n'en plus finir. Je me suis dit qu'il fallait que je demande de l'aide à quelqu'un, qu'il fallait que j'aille faire un tour à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était juste un coup de panique, ou si mon état était vraiment devenu aussi grave. Mais je n'arrivais même plus à ouvrir le répertoire de mon téléphone. Il m'a fallu je ne sais combien d'essais pour enfin réussir à presser la touche d'appel d'urgence. Ça a sonné un long moment avant de décrocher. L'esprit embrouillé. J'ai soudain réalisé, avec un temps de retard, que mon contact d'urgence, c'était Lindsay. Au bout du fil, un long silence. Elle attendait sûrement que je parle. Puis, sa voix froide et agacée a fini par retentir. Qu'est-ce que tu me veux? Paniqué et terrifié, les appels à l'aide que je voulais hurler se sont, en une fraction de seconde,
bloqué sur mes lèvres. J'ai senti un goût salé et amer couler dans ma bouche. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que la peur et l'impuissance m'avaient fait fondre en larmes. À l'autre bout du fil, la voix glaciale de Lindsay a de nouveau retenti. Si tu n'as rien à dire, je raccroche. Je fixais mes propres mains d'un regard vide, essayant de bouger mes doigts, mais ils ne m'obéissaient plus. J'ai essayé de me lever, pour découvrir que mes jambes ne me portaient plus non plus. Mon esprit s'est soudainement embrouillé. Je me suis rappelé un article que j'avais lu il y a quelques jours, parlant d'un patient atteint de la maladie de Charcot, complètement paralysé avant de mourir. Incapable de parler, de respirer ou d'avaler. Le corps entièrement recouvert de tuyaux, souffrant le martyre. Finalement, sa famille, ne supportant plus de le voir ainsi, l'avait débranché. Je me suis soudain demandé, et si j'en arrivais là moi aussi? Et si je suppliais Lindsay de débrancher mon oxygène? Ma respiration s'est soudain teintée d'une douleur brûlante. Une telle scène, je n'ose même pas l'imaginer. Non, non, il vaut mieux ne pas le lui dire. Il vaut mieux qu'il ne me voie jamais dans cet état. J'ai réprimé de toutes mes forces les tremblements qui parcouraient mon corps. Et j'ai fini par ouvrir la bouche. C'est rien, je me suis trompé de numéro. Un lourd silence s'est installé à l'autre bout, suivi d'un rire froid, comme s'il s'y attendait, tant mieux si tu t'es trompé. Ne me cherche plus à l'avenir. La communication a été coupée. En un instant, le salon glacial a retrouvé son silence de mort. Je suis resté planté là, avec l'impression d'être devenu un pantin de bois complètement paralysé. Au milieu de la nuit, Song-Hue m'a appelé. Il avait réussi à obtenir des informations de l'hôpital, et avait découvert ma maladie. Fou de rage, il m'a hurlé dessus, tu me caches un truc aussi grave. Vers la fin de sa phrase, sa voix s'est mise à trembler. J'ai attendu calmement qu'il finisse de vider son sac, avant de lui demander d'une voix douce. Mes bras et mes jambes ont l'air bloqués. Est-ce que tu pourrais me conduire à l'hôpital? J'ai alors commencé mon séjour à l'hôpital. Après un certain temps de traitement, j'ai retrouvé un peu de mobilité, mais le moindre mouvement me demandait un effort surhumain. Song-Hue est resté à mes côtés pour s'occuper de moi. J'avais peur que ça nuise à son travail. Après avoir insisté longuement et engagé moi-même un aide-soignant, j'ai enfin réussi à le convaincre de retourner à son cabinet d'avocat. En un clin d'œil, on était en plein cœur de l'hiver. Le nouvel an approchait à grands pas. Mon état empirait de jour en jour. Après m'être retourné le cerveau, je me suis dit que, tant que je pouvais encore bouger un peu, il valait mieux trouver un moyen de rembourser Song-Hue au plus vite. J'ai demandé une demi-journée de permission à l'hôpital. Et j'ai demandé à mon aide-soignant de me conduire au centre commercial. Je suis entré dans une boutique, bien décidé à vendre le seul objet de valeur qu'il me restait. C'était l'année de mes 16 ans. Lindsay, qui en avait 19, venait de commencer à travailler. Il avait économisé tout son salaire pour m'acheter ce cadeau d'anniversaire. C'était ce fameux bracelet en édition limitée que je lui avais un jour reproché de ne pas m'avoir offert. Il avait toujours gardé cette histoire de bracelet en travers de la gorge, espérant que cela me convaincrait de retourner vivre auprès de sa mère. J'ai emmené ce bracelet chez le bijoutier et j'ai commencé à marchander avec le gérant. Ça m'a coûté une fortune à l'époque, vous ne pouvez pas me le racheter un peu plus cher? Le gérant, visiblement agacé, a rétorqué. Ça fait des années que ce modèle est sorti. Il est complètement démodé. 30 000, c'est mon dernier prix. Entre les traitements et les médicaments qui m'avaient coûté les yeux de la tête, je n'avais pratiquement plus un sou-vaillant en poche. En pensant aux 50 000 que je devais à Song-Hue, j'ai pris mon courage à deux mains pour insister. Vous pourriez augmenter un peu. 35 000, ça irait? Je n'avais même pas fini ma phrase qu'une voix de femme, glaciale, a soudain retenti derrière moi. Vous pourriez vous pousser. En me retournant, j'ai vu Lindsay, accompagnée de Wenfeng, debout juste derrière moi. Son regard a glissé sur moi comme si j'étais totalement invisible. Pour se fixer directement sur le gérant derrière moi, c'est arrivé? Le gérant a immédiatement affiché un grand sourire commercial pour lui répondre. Le collier vient tout juste d'arriver ce matin, j'allais justement vous appeler. Lindsay s'est dirigé vers le comptoir pour récupérer le bijou. Mais Wenfeng, lui, a posé les yeux sur le bracelet que je tenais. Il a sans doute pensé qu'un professeur comme moi, qui avait perdu son emploi et en était réduit à vendre ses bijoux, faisait vraiment peine à voir. Il a tiré doucement sur la manche de Lindsay et a pris la parole avec hésitation. Professeur Lin, je trouve ce bracelet vraiment très beau. Est-ce que vous pourriez me le vendre? Je vous le prends au prix que vous avez demandé, 35 000. Au fond, je n'avais aucune envie de m'humilier davantage devant Lindsay. Mais en pensant à mon propre état de santé, c'était peut-être la dernière fois que je pouvais me déplacer. J'allais hocher la tête pour accepter, mais Lindsay a froncé les sourcils. Xiao Feng, ne ramasse pas n'importe quelle saleté déjà portée par d'autres.
Wenfeng a eu l'air très gêné pendant un instant. Puis il a été conduit par le vendeur à l'intérieur de la boutique pour essayer le collier. Je n'avais plus le choix, et tant pis pour la honte. J'ai pris les 30 000 et me suis séparé du bracelet. Lindsay se tenait là, à l'écart, me fixant avec un calme glacial et indifférent. Ce genre de regard me donnait l'impression d'avoir des centaines d'épines plantées dans le dos. Je n'ai pas osé la regarder. J'ai pris l'argent et j'ai filé à la hâte. Une fois le coin de la rue passé, m'assurant que Lindsay ne pouvait plus m'apercevoir, je me suis enfin adossé contre le mur pour passer un coup de fil à Songhue. Je lui ai demandé quand il aurait le temps de passer à l'hôpital, avec l'intention de lui donner ses 30 000 en premier. Si je lui faisais un simple virement direct, il refuserait très certainement de l'accepter. Mais au moment où j'ai raccroché, je suis tombé nez à nez avec Lindsay, apparue juste devant moi. Elle avait une mine affreuse, me foudroyant d'un regard presque livide. J'avais déjà puisé dans mes dernières forces pour venir jusqu'au centre commercial. Et maintenant, je sentais que mon corps entier perdait toutes ses forces. De peur qu'elle ne remarque que je n'allais pas bien. J'ai essayé de passer à côté d'elle pour m'éloigner, mais elle m'a soudainement agrippé par le bras. La voix furieuse de Lindsay a éclaté à mes oreilles. Ça te plaît tant que ça, de filer tout ton fric à Songhue. Un chien capable d'envoyer son propre maître derrière les barreaux. Tu es vraiment si sûr qu'il ne finira pas par te mordre, toi aussi? Presque tout le monde dans notre milieu sait très bien que c'est Songhue, ce fameux avocat, qui a achevé mon père quand il était déjà à terre. C'est à cause de lui qu'il a été définitivement condamné à la perpétuité. Voyant que je gardais le silence, Lindsay a de nouveau ricané avec mépris. Ou alors, tu espères que Songhue va gentiment aider ton cher papa, Lin Shanming, à relancer un procès? À ses yeux, je serais toujours une épave pitoyable. Mes jambes étaient si faibles qu'elles menaçaient de flancher. Trop pressé de m'échapper, j'ai tendu le bras pour la repousser. Je crois que ça ne te regarde pas, après 7 ans sans se voir, Lindsay se montrait particulièrement glaciale et remplie de dégoût à mon égard. Pourtant, à cet instant précis, elle s'agrippait à mon bras et refusait de me lâcher. Elle s'est moquée, c'est vrai que ça ne me regarde pas. Mais curieusement, tout ce qui peut vous faire souffrir me remplit de joie. Tiens, par exemple, tu es au courant que le grand maître Song a été viré? Mon cœur a fait un bond terrible dans ma poitrine, et mon visage s'est figé d'un coup. Sans même chercher à démêler le vrai du faux dans ses paroles, j'ai tout de suite sorti mon téléphone pour appeler directement le cabinet d'avocat de Songhue. Jusqu'à ce que j'obtienne la réponse de la réception, Maître Du a démissionné au début du mois. Il s'était chargé d'une affaire pour une filiale de Yixing. Il a fait une erreur dans un rapport juridique, a reçu une plainte de Yixing et s'est fait virer. Pas étonnant que Songhue soit resté à l'hôpital pour s'occuper de moi pendant tout ce temps, sans recevoir le moindre appel professionnel. J'étais tellement en colère que ma vue s'est brouillée. J'ai failli m'effondrer. Je me suis rattrapé de justesse au mur pour tenir debout, je tremblais de tout mon corps, rongé par la colère. Nos comptes à régler n'ont rien à voir avec Songhue. Le regard de Lindsay était glacial. Rien à voir? Et tout l'argent sale qu'il a aidé Lin Shanming à blanchir toutes ces années? Et quand tout a éclaté, il a envoyé Lin Shanming tout droit en prison. Tu crois vraiment qu'il a de bonnes intentions envers toi? Plus elle parlait, plus le dégoût se lisait dans ses yeux. Ce n'est qu'un chien avide, égoïste et prêt à toutes les bassesses. Et toi, tu te jettes à son cou. Ça ne te dégoûte pas d'être avec lui? Ces mots étaient d'une violence insoutenable. J'ai serré les dents, perdant le contrôle l'espace d'un instant. J'ai levé la main, mais ma gifle n'a jamais atteint son visage. Lindsay a attrapé mon poignet sans le moindre effort. Elle a serré fort, le visage déformé par la haine. Ma vue s'est troublée, j'ai lâché un halètement de douleur. Je l'ai entendu cracher avec mépris, sa voix s'éloignant peu à peu. Lindsay, tu crois vraiment avoir le droit de me gifler? Un bourdonnement violent a explosé dans mon crâne, tout s'est mis à tourner autour de moi. Lindsay parlait encore. Elle semblait me faire des reproches, encore et encore. De la colère, du dégoût, du mépris. J'essayais désespérément de garder mon calme. Mais mon corps était comme un ballon percé. Rester debout, et même respirer, devenait un effort insurmontable. Ma gorge a laissé échapper un halètement rauque. Mes jambes ont flanché, comme privées de leurs os. Ma vue se voilait, je ne tenais plus sur mes pieds. Sentant que j'allais m'écrouler la seconde suivante, j'ai tendu la main par réflexe et me suis agrippé aux vêtements de Lindsay. À travers ma vue brouillée, j'ai vu son expression se figer. Le visage de glace de cette femme a semblé se fissurer, laissant échapper une infime trace de surprise et de pitié. Elle a levé les bras, comme pour me rattraper, jusqu'à ce qu'une voix pressante retentisse soudain derrière moi. On aurait dit Songhue. À la seconde où ses mains m'ont touché, Lindsay s'est brusquement reculée. Comme prise en flagrant délit,
Elle a repris son masque de froideur et de haine. Arrête ta comédie. Lâche-moi. Mon corps, tel une haute tour de cube, qu'on aurait poussé d'une pichenette, s'est effondré. J'ai heurté le sol dans un bruit sourd. Une odeur de sang a envahi mes narines. Je ne savais pas si je saignais à cause de la chute, si j'en avais craché, ou si je l'imaginais. Dans un dernier éclair de lucidité, j'ai vu Lindsay, paniquée, s'accroupir à mes côtés. C'était comme si une main invisible venait d'arracher le masque sur son visage. Cette carapace suffocante de froideur et de dégoût s'était évaporée. J'ai cru revoir la Lindsay de notre adolescence. Celle qui me touchait doucement le front avec inquiétude, en me demandant, « Xiaowa, tu as de la fièvre ? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Puis l'image a vacillé, et c'était la femme d'aujourd'hui. La Lindsay de 26 ans, complètement perdue, qui m'appelait, Linyi. Xiaowa, qu'est-ce qui t'arrive ? Je crois que je suis en train de rêver. Quand on est sur le point de mourir, faire de beaux rêves ou avoir des hallucinations, ce n'est sans doute pas si étrange. Dans un brouillard irréel, j'ai vu le visage de Lindsay se crisper, d'angoisse. Elle n'arrêtait pas de m'appeler d'une voix paniquée. Elle voulait me soulever, mais elle semblait avoir peur de me faire mal. Elle a paniqué et a attrapé son téléphone pour appeler les urgences. Je ne pouvais pas voir à quoi je ressemblais, mais j'imagine que je ne devais pas être très belle à voir. C'est alors que Wen Feng est arrivée en courant, l'air affolé. Elle s'est accroupie pour me prendre la main, morte d'inquiétude. « Professeur Lin. Qu'est-ce qui vous arrive ? Comment a-t-elle pu faire un malaise si soudain ?» Mais elle n'a même pas pu m'effleurer. Lindsay l'a violemment repoussée par terre. J'ai lu un profond dégoût et une méfiance féroce sur le visage de Lindsay. C'est le regard qu'elle me réservait d'habitude. Et là, elle le braquait sur Wen Feng. J'ai entendu Lindsay hurler, « Dégage. Ne la touche pas. C'est impossible. » Elle avait tellement peur que je m'en prenne à Wen Feng quand elle était mon élève, elle voulait même me forcer à démissionner. Pourquoi est-ce qu'elle la traiterait comme ça maintenant? Ce n'était vraiment qu'un rêve absurde. Ma conscience s'est peu à peu évaporée. Et ce coma m'a plongé dans un sommeil de plusieurs jours sans pouvoir me réveiller. Dans mon délire, des souvenirs d'il y a des années me sont revenus en mémoire. J'étais retourné chez mon père. J'avais vendu mes poupées de luxe en cachette, puis avec l'argent, j'étais allé voir le directeur de l'école de Lindsay. Ce professeur d'âge mûr, avec ses tempes grisonnantes, il m'avait dit oui. Il a commencé à financer la vie, les études et les frais médicaux de Lindsay, en disant qu'elle devrait le rembourser au décuple une fois adulte. Tout ce passé tournait en boucle dans ma tête. Dans ma torpeur, on aurait dit que c'était hier. Quand je me suis enfin réveillé, presque une semaine s'était écoulée. Lindsay était assise à mon chevet, en train de somnoler. Ma vue s'est éclaircie petit à petit. J'ai fixé ses yeux clos, et les cernes sombres qui les soulignaient. Elle portait un tailleur sur mesure, sûrement un peu froissé, parce qu'elle ne l'avait pas retiré de la nuit, laissant quelques plis apparents. J'ai esquissé un léger sourire. La douce lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre et baignait son visage la rendait incroyablement tendre. Regarde, ma grande sœur. Elle est bien en vie, elle a une brillante carrière et sa vie est une vraie réussite. Au moins, pour une simple question d'orgueil. Elle n'a pas fini par mourir à l'adolescence sur le lit de ce petit appartement miteux. Je me suis soudain rendu compte que ça faisait des années que je ne l'avais pas appelée comme avant. Voyant qu'elle dormait toujours, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai entrouvert les lèvres en cachette, grande sœur. Sur le bout de la langue. Mais avant même que le mot ne sorte, nos regards se sont croisés. Elle venait d'ouvrir les yeux. Un silence terriblement gênant s'est installé entre nous. Je me suis senti coupable en une fraction de seconde et j'ai précipitamment détourné les yeux. Lindsay s'est aussi figée, l'air un peu mal à l'aise. Au bout d'un long moment, elle a fini par lâcher d'une voix neutre, « Quoi? J'ai un truc sur le visage ?» Je n'osais plus la regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudainement ressenti une vague de tristesse. Savoir qu'aujourd'hui, je ne peux même plus l'appeler « grande sœur ». J'ai ravalé l'amertume dans ma poitrine pour lui répondre. « Rien, c'est juste un peu bizarre. Tu es encore là. » Il me déteste tellement, normalement, m'accorder un seul regard devrait le dégoûter. Lindsay n'a pas prononcé un mot pendant un long moment. Je pensais qu'avec son caractère, il allait sûrement me lancer quelques piques sarcastiques. Ou se justifier en disant qu'il avait juste une affaire à régler à l'hôpital par hasard. Ou bien que le médecin avait insisté pour qu'il reste, ce genre de choses. Mais non, il n'a rien expliqué du tout. La chambre d'hôpital a plongé dans un long silence. Aucun de nous n'a dit un mot. Aujourd'hui, pour nous, réussir à rester dans la même pièce sans se déchirer, même sans prononcer un seul mot, c'est déjà un miracle. Mais ce genre de calme ne dure jamais très longtemps. Un instant plus tard, on a parlé tous les deux presque en même temps. La voix de Lindsay était légèrement froide,
cachant une certaine gêne. Tu comptes ne jamais y retourner de toute ta vie? Il parlait de ce petit appartement en location. Après le décès de maman, Lindsay a racheté cet appartement pour y déposer ses cendres. C'était sans doute les dernières volontés de maman, ou peut-être qu'elle était trop attachée à ce petit endroit. Mais malheureusement, j'ai lâché en même temps. Est-ce que tu pourrais retirer ta plainte contre Maître Son? La lueur de douceur dans les yeux de Lindsay s'est évaporée à la seconde où j'ai fini ma phrase. Disparu. Il s'est levé brusquement, fou de rage. Tu les aimes tant que ça, ces pourritures? D'abord Lin Shanming, et maintenant Song Yue. Je ne voulais vraiment pas que Song Yue perde son travail à cause de moi. En tant qu'avocat de mon père, l'avoir envoyé en prison lui a déjà fait perdre toute crédibilité dans le milieu. Que Lindsay me déteste, soit. Mais Song Yue ne méritait pas de finir comme ça. Je me suis dépêché de m'expliquer. Song Yue m'a aidé à tout préparer. Pendant de longues années. Si j'ai pu envoyer Lin Shanming derrière les barreaux, c'est uniquement grâce aux preuves que Maître Song a rassemblées en restant à ses côtés toutes ces années. Dès que les mots ont franchi mes lèvres, j'ai réalisé que j'avais parlé trop vite, j'en avais trop dit. Je n'aurais jamais dû lui avouer tout ce que j'avais fait dans son dos. J'aurais dû laisser Lindsay me détester, qu'il garde cette haine envers moi. Comme ça, quand je mourrai, il n'aura aucune peine. L'espace d'un instant, j'ai paniqué. Mon cerveau tournait à toute vitesse pour trouver une excuse, pour rattraper le coup. Mais Lindsay a éclaté d'un rire jaune. Tu t'entends quand tu parles? Tu défends Song Yue avec des mensonges, et au passage, tu n'oublies pas de te donner le beau rôle. On dirait que je n'ai plus besoin de me casser la tête pour trouver comment rattraper ma bourde et retirer ce qui m'avait échappé. C'était évident que Lindsay n'y croyait pas une seconde. Il me méprisait pour tous ces mensonges que je débitais. Incapable de supporter ma présence une minute de plus, il a tourné les talons sans même me jeter un regard, se dirigeant vers la sortie de la chambre. En voyant sa silhouette sur le point de disparaître, j'ai pensé à maman, et je l'ai interpellée en urgence. Est-ce que tu pourrais me dire où se trouve la tombe de maman? Pendant ces 7 longues années, Lindsay avait refusé tout contact. Il ne voulait pas me voir. Comment les obsèques de maman avaient été organisées, où elle reposait? Il n'a jamais voulu me dire quoi que ce soit. J'ai tout fait pour me renseigner, par tous les moyens, mais je n'ai jamais réussi à trouver. Maintenant que ma fin approche, je voudrais juste la voir une dernière fois. Même si ce n'est qu'une urne, un nom gravé sur une tombe, ou juste une photo, ça m'irait. Lindsay s'est arrêtée net sur le seuil de la porte, sans même daigner se retourner. Après un long moment, elle m'a juste lancé d'un ton glacial. Quand tu auras coupé définitivement les ponts avec Lin Shanming et Song Yue, on en reparlera. En vérité, je voulais la supplier encore un peu. Mais elle était déjà partie. J'ai voulu sortir du lit pour la rattraper. Et c'est là que j'ai réalisé que mes jambes ne répondaient plus. Depuis qu'on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot, j'avais déjà eu des blocages soudains aux jambes, mais ça ne durait jamais bien longtemps. Mais cette fois-ci, j'ai eu comme un pressentiment. Je crois que je ne pourrai plus jamais marcher normalement. Je suis resté hospitalisé et je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Après m'avoir examiné, les médecins ont été formels, j'avais définitivement perdu l'usage de mes jambes. Une fois les fêtes passées, au début du printemps, je n'arrivais plus à tenir des baguettes. Je devais me contenter d'une cuillère pour manger. Avaler est devenu un vrai calvaire, et je m'étouffais souvent rien qu'en buvant de l'eau. J'ai commencé à profiter de mes moments où j'avais encore un peu d'énergie pour régler petit à petit les affaires en suspens. Je suis allé à la prison pour voir Lin Shanming. Depuis qu'il était en tôle, il n'avait jamais accepté son sort et avait remué ciel et terre pour faire appel. Pas de chance pour lui, l'épreuve était accablante. Le jugement a été confirmé en appel, et il n'y avait plus aucun recours possible. Le verdict de l'appel est tombé il y a 2 jours à peine, et j'ai filé direct à la prison, pour être le tout premier à lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il devait déjà être au courant, car il n'a pas eu l'air surpris du tout. Par contre, me voir débarquer en fauteuil roulant a eu l'air de le réjouir au plus haut point. Je lui ai dit, ce qui m'arrive, je m'en fous. Te voir pourrir en prison jusqu'à la fin de tes jours, ça me suffit amplement. Parce que si tu sortais, tu nous salirais la vue, à ma sœur et à moi. Et si tu avais été condamné à mort, en descendant en enfer tu aurais sali le regard de maman. C'est bien mieux que tu restes croupir ici toute ta vie. Lin Shanming avait le visage déformé par la rage. Au moment où je tournais les talons, il a hurlé de colère dans mon dos, et alors, à quoi ça te sert tout ça? Tu crois vraiment que ta mère et ta chère sœur ont confiance en toi, hein? Elles doivent toujours te prendre pour une petite ordure égoïste et ingrate. Je me suis retourné. Et je lui ai répondu très calmement, ma sœur m'a ramené à la maison depuis bien longtemps. Lin Shanming a suffoqué de rage, incapable de prononcer un mot de plus. En sortant de la prison, le soleil brillait fort. Un coup de vent m'a rafraîchi le visage. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pleurais. Finalement, savoir que Lindsay me détestait et refusait de me croire, ça me brisait quand même un peu le cœur.
Après cette dernière visite à la prison, j'ai demandé à Song-Hue de pousser mon fauteuil et de m'accompagner faire un tour à l'université. Mon ancien directeur de thèse, qui avait passé la cinquantaine, s'est accroupi devant mon fauteuil. De ses mains un peu ridées, il a pris mon visage et s'est mis à sangloter doucement. J'avais été son élève le plus brillant. J'avais moi aussi rêvé de lui ressembler, de consacrer toute ma vie à l'enseignement et au laboratoire. Rien que d'y penser, j'en avais des frissons d'excitation. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il ne suffit pas de travailler dur pour réaliser ses rêves. Je ne supportais pas de le voir pleurer. Quand il était mon prof, il était d'une sévérité redoutable. J'ai voulu lui essuyer ses larmes, mais mes mains ne m'obéissaient plus très bien. J'ai dû trouver un moyen de plaisanter, plus tard, avec mon corps, il faudra avoir l'œil, hein. Surveillez-le bien. On a dit que c'était pour la recherche, alors ne le laissez pas se faire voler par le marché noir. Les faits ont prouvé que je n'avais vraiment aucun sens de l'humour. Cette blague n'a même pas réussi à lui arracher un sourire. Au contraire, ça l'a fait éclater en sanglots. J'ai lancé un regard implorant vers Song-Hue qui était derrière moi. Mais quand j'ai penché la tête pour le regarder, je l'ai vu détourner brusquement les yeux pour m'éviter. On aurait dit que ses yeux à lui aussi étaient rougis. Et, je ne suis pas encore morte, hein. Sur le chemin du retour à l'hôpital, j'ai prétexté ne plus avoir de batterie pour emprunter le téléphone de Song-Hue. J'ai ouvert son WhatsApp, j'ai accepté mon propre virement, et j'ai effacé l'historique. Les frais déjà avancés à l'hôpital couvraient plus d'un mois de soins. Pour moi, c'était amplement suffisant. Alors, à part quelques centaines de yuan gardés pour mon argent de poche, j'ai transféré tout le reste de l'argent à Song-Hue. Quand la maladie de Charcot atteint vraiment son stade final, on ne peut plus marcher, on ne peut plus bouger les mains, on ne peut plus parler, et on ne peut même plus respirer. Je n'ai pas la force de supporter cette torture d'être un mort-vivant, alors je n'attendrai pas que ce jour arrive. Une fois le transfert terminé, j'ai reposé le téléphone de Song-Hue, j'ai penché la tête et je l'ai soudain vu verser une larme. Je ne savais plus si je devais en rire ou en pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures encore, toi? Song-Hue refusait de me regarder, le visage presque livide, le vent souffle fort dehors, j'ai pris une poussière dans l'œil. Je me suis moqué de lui, on n'avait même pas ouvert la fenêtre. C'était exactement la même excuse que la dernière fois. Soudain, je me suis dit que c'était peut-être la toute dernière fois qu'on plaisantait lui et moi. En y réfléchissant bien, toutes les affaires que je devais régler l'étaient. Et de toute façon, je n'avais plus grand monde ni grand-chose dont je devais me préoccuper. Je me suis souvenu de ce que Lindsay m'avait balancé, quand tu seras vraiment morte, pas la peine de me prévenir. Lui faire de vrais adieux n'était donc sans doute pas nécessaire, après tout. Dans la poche de mon manteau, je gardais toujours les somnifères accumulés ces derniers temps. L'heure de la mort approchant, mon cœur s'était, paradoxalement, doucement apaisé. C'était juste dommage de ne toujours pas savoir où maman était partie. Quand je serai morte, je ne sais pas si je pourrai encore la retrouver. Une fois à l'hôpital, Song-Hue a poussé mon fauteuil roulant, pour me ramener dans ma chambre. En attendant l'ascenseur, j'ai fait semblant de rien et je lui ai dit, ne dors pas ici ce soir. Ta mère ne fait pas des crises de migraine en ce moment? Rentre donc la voir un peu, on dirait presque que je te retiens en otage. Song-Hue marchait juste derrière moi. Il m'a royalement ignoré. J'ai repris d'un ton très sérieux. Même si tu refuses de partir, je demanderai aux infirmières de te flanquer à la porte. Soudain, Song-Hue s'est approché doucement, et a glissé sa main dans la poche de mon manteau. D'une voix glaciale, il a lâché, « Tu croyais vraiment que tu pourrais me cacher ça éternellement ?» Mon cœur a raté un battement. J'allais crier pour l'arrêter, quand soudain, des cris d'urgence ont retenti derrière nous, « Laissez passer. Poussez-vous. » Des patients amenés aux urgences de l'hôpital, il y en a presque tous les jours, ce n'était pas très étonnant. J'étais juste obnubilé à bloquer l'accès à ma poche, sans même me retourner. Puis j'ai entendu la voix incrédule de Song-Hue, « Lindsay. » J'ai tourné la tête d'un coup et j'ai vu la femme allongée sur le brancard. Son visage, ses bras, son ventre, elle était couverte de sang de partout. Le peu de peau sur son visage et son cou qui n'était pas totalement maculé de sang était d'une pâleur cadavérique, sans la moindre trace de vie. J'arrivais à peine à réaliser que c'était Lindsay. C'était comme si un coup de tonnerre foudroyant venait d'exploser en plein ciel bleu au-dessus de ma tête. J'ai voulu bondir vers elle comme une folle, mais j'étais cloué sur place, prisonnière du fauteuil roulant. Ma sœur. Song-Hue a soudainement repris ses esprits. Il s'est tout de suite mis à pousser mon fauteuil roulant pour suivre l'équipe médicale dans l'ascenseur. Sur le brancard, Lindsay était visiblement gravement blessé. Il n'avait même plus la force de prononcer un seul mot. Ses yeux brouillés par le sang se sont posés sur moi, mais il a quand même trouvé la force de pousser un grognement de mépris. J'ai regardé sa main gauche,
qui pendait mollement sur le bord du brancard. Il y avait encore du sang frais sur le bout de ses doigts, qui goûtait sur le sol de l'ascenseur. J'étais paniqué, je voulais désespérément toucher sa main, mais je n'osais pas. Je ne m'étais même pas rendu compte que mes larmes coulaient à flots. Une terreur immense m'a envahi. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Quand j'ai réussi à parler, ma voix n'était plus qu'un gémissement tremblant, mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'équipe médicale s'est empressée de stopper son hémorragie. Un médecin m'a demandé en urgence. Vous êtes de la famille du blessé? Il est venu à l'hôpital en conduisant lui-même, et à la porte des consultations, il s'est effondré dès qu'il est sorti de sa voiture. Si vous êtes un proche, s'il vous plaît, signez ce formulaire de réanimation pour qu'on puisse agir vite. Mon esprit est resté complètement vide pendant un long moment. Je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qui avait bien pu arriver à Lindsay. Avec son caractère, il n'aurait jamais songé à mettre fin à ses jours. Et même si c'était le cas, il ne serait jamais revenu de lui-même à l'hôpital. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Mais Lin Shanming est déjà en prison. Qui d'autre pourrait le détester au point d'être aussi cruel? Mon cœur se serrait à m'en faire mal. J'ai hoché la tête avec angoisse, oui. C'est moi. Je suis son propre frère. Lindsay souffrait probablement le martyre, tout son corps tremblait. Mais il marmonnait encore, d'une voix faible comme un murmure pour me contredire, non, je n'ai pas de frère. J'ai ignoré ses paroles et j'ai demandé avec panique au soignant, il a besoin d'une transfusion, n'est-ce pas? Je peux donner mon sang, prenez tout ce qu'il faut. La maladie de Charcot n'est pas contagieuse. Et puis, de toute façon, ils feront forcément des examens avant le don. Lindsay et moi avons un groupe sanguin très rare, ça ne sera pas facile de trouver assez de poches de sang dans l'urgence. Lindsay s'obstinait encore à refuser, je ne veux pas, de son sang. Sa voix était trop faible, presque personne ne l'a entendu. À la sortie de l'ascenseur, il a été emmené à toute vitesse en salle de réanimation. J'ai signé le formulaire, puis l'équipe médicale m'a informé qu'il n'est pas recommandé de faire un don de sang entre parents proches. Alors, à part signer, je ne pouvais absolument rien faire d'autre. Vers minuit, j'ai dû signer un avis de pronostic vital engagé. Je n'aurais jamais cru que l'avis de pronostic vital de Lindsay arriverait plus tôt que le mien, moi qui suis pourtant condamné par une maladie incurable. Au moment d'apposer ma signature, mes deux mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable. Je me suis soudain rappelé, il y a bien des années, quand Lindsay a dû signer l'avis de pronostic vital de notre mère avant de m'appeler. Il a dû ressentir exactement la même panique et la même détresse que moi en ce moment. À l'origine, j'avais préparé assez de médicaments pour en finir avec la vie cette nuit-là. Mais au lieu de ça, j'ai attendu Lindsay devant la salle de réanimation toute la nuit. Dieu merci, au petit matin, le médecin m'a annoncé qu'il était hors de danger. Ensuite, ce fut les soins intensifs, pendant 3 longs jours. Ce n'est qu'après qu'il a enfin été transféré dans une chambre normale. J'ai passé plusieurs jours presque sans fermer l'œil. Mon corps n'en pouvait vraiment plus. Assis au bord de son lit, je tenais sa main et je me suis effondré de sommeil contre le matelas. J'ai sombré dans un sommeil lourd et cotonneux, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai dormi. Je gardais sa main serrée dans la mienne, je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Ça m'apportait un sentiment de sécurité incroyable. Dans mon demi-sommeil, j'ai senti la main glisser hors de ma paume. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai ouvert. À ce moment-là, j'ai croisé le regard de Lindsay. Il m'a regardé avec une expression complexe, je n'arrivais pas à déchiffrer ce qu'il ressentait. Mais au moins, je pouvais dire que ce n'était pas de la rancœur. Ses yeux étaient un peu rouges. En croisant mon regard, il ne s'est pas détourné. Nous nous sommes dévisagés en silence. À cet instant, toute la rancœur du passé a semblé soudainement se dissiper. Un long moment plus tard, j'ai entendu sa voix, tu baves sur ma main. Je suis brusquement sorti de mes pensées. Très gêné, j'ai levé la main pour m'essuyer, quand j'ai soudain réalisé qu'il disait n'importe quoi. Lindsay a semblé rire doucement. Ce n'était pas un rire moqueur, c'était sincère. Ce rire, cela faisait des années que je ne l'avais pas entendu. J'ai regardé son visage et son corps couvert de blessures. Il était tellement recouvert de bandages qu'il ressemblait à une momie. Faut vraiment le faire pour réussir à rire dans cet état. J'étais à la fois peinée et furieuse, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la fin? Lindsay a répondu avec indifférence. Rien de spécial, juste un fou. Ça faisait 7 ans que nous n'avions aucun contact. Je ne savais pas trop qui il fréquentait. Les seules personnes que je connaissais étaient sa mère adoptive et son petit frère actuel, Wenfeng. Mais de telles blessures, c'est impossible que ce soit eux qui lui aient fait ça. Je suis resté silencieuse un moment, avant de lui demander, c'est ton petit ami? Mais vu la gravité de ses blessures, la coupure sur son bras était si profonde qu'on voyait l'os.
Ça ne ressemblait vraiment pas à une simple dispute de couple. On aurait plutôt dit une haine viscérale et meurtrière. De toute évidence, Lindsay ne voulait pas en parler. Il a lâché froidement, mêle-toi de tes affaires. Puis, il s'est tourné vers moi avec sarcasme. Tu as pris goût à jouer les victimes. Tu as même sorti le fauteuil roulant. Je lui ai rétorqué avec les mêmes mots, mêle-toi de tes affaires. Là, Lindsay a de nouveau ri doucement. C'était vraiment étrange. Cette hostilité, palpable entre nous a semblé s'apaiser d'un coup. Lindsay m'a regardé pendant un long moment, et a soudainement lâché, tu veux rentrer avec moi. C'était tellement inattendu. Pourtant, j'ai simplement hoché la tête en répondant le plus calmement du monde, d'accord. Comme s'il n'y avait jamais eu de passif douloureux entre nous. Comme s'il n'y avait jamais eu cette haine viscérale. Comme si nous étions toujours ce frère et cette sœur inséparables d'il y a tant d'années. Discutant par un après-midi comme celui-ci, avec autant de naturel que si on parlait de la pluie et du beau temps. Tu veux rentrer avec moi? D'accord. Lindsay est resté à l'hôpital pendant plus de 2 semaines, puis il m'a emmené avec lui et nous sommes rentrés à la maison. Le jour de notre sortie, mon médecin traitant m'a prise à part et m'a dit, l'état de Lindsay lui permet de sortir. Mais toi, comment peux-tu partir dans ton état? Lindsay m'attendait non loin de là. J'ai répondu doucement, rester plus longtemps ne changera rien. Je ne veux pas mourir à l'hôpital. J'ai suivi Lindsay jusqu'au rez-de-chaussée où on a réglé les papiers de sortie. Il est allé chercher la voiture au parking souterrain et m'a dit de l'attendre dehors, au rez-de-chaussée. Je n'ai pas attendu longtemps. Soudain, j'ai entendu quelqu'un à côté de moi m'appeler d'un ton hésitant. Lindsay? C'était une voix un peu familière. J'ai tourné la tête et j'ai vu un homme aux cheveux grisonnants, d'un peu plus de 60 ans, s'avancer vers moi. Ces derniers temps, ma mémoire se détériore énormément. Il y a beaucoup de gens et de choses que je commence à oublier. J'ai fixé son visage un bon moment avant de me rappeler enfin de qui il s'agissait, c'était le directeur Tan, du collège de Lindsay. En y repensant, lui et moi avions autrefois conclu un marché qui avait duré des années. Je lui donnais de l'argent, et il le reversait à Lindsay sous forme de bourse d'études. J'ai étiré les commissures de mes lèvres, pour lui faire un sourire. Ah, c'est vous. Ça fait si longtemps. Malheureusement, même les muscles de mon visage s'étaient figés avec le temps. Ce sourire. J'avais sûrement une mine affreuse. Le directeur lent a poussé un soupir. Je n'arrivais pas à te joindre, alors j'ai contacté Maître Son. Mais je n'ai pas réussi à obtenir un rendez-vous avec toi. En disant ça, il a sorti une carte bancaire de son portefeuille pour me la glisser dans la main, ça date d'il y a quelques mois. C'est ta grande sœur, Lindsay, qui me l'a donnée. Il y a la coquette somme de 100 millions dessus. Tu le sais bien. Ce n'est pas moi du tout qui ai financé ses études à l'époque. Ces dernières années, elle a brillamment réussi et m'a déjà beaucoup aidé. Mais cette carte, le montant est beaucoup trop élevé. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas accepter. Avant même que je puisse dire un mot, son téléphone a sonné. Il a décroché en hâte et s'est éclipsé. Pile à ce moment-là, la voiture de Lindsay est arrivée. Elle est descendue pour m'aider à monter à bord. Installée sur le siège passager, je l'ai observée du coin de l'œil, vraiment heureux de la voir telle qu'elle est aujourd'hui. Cette Lindsay d'une dizaine d'années, qui n'osait même pas s'acheter un antidouleur à quelques centimes. Aujourd'hui, elle peut sortir une carte avec 100 millions dessus sans la moindre hésitation. Ma sœur a toujours été la meilleure. Lindsay a allumé le GPS de la voiture pour mettre le cap sur le quartier de villa où elle vit maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, on peut aller là où on habitait avant. Elle a tout de suite compris. Elle a changé l'adresse pour ce vieil appartement qu'on louait dans notre jeunesse. Le soir, Lindsay s'est mise au fourneau. Elle a retroussé ses manches, l'air de vouloir préparer un vrai festin. Je me suis tenu à la porte de la cuisine, on pourrait juste manger de la bouillie de riz. Vu que tu te remets tout juste de graves blessures, je veux bien manger léger avec toi pendant 2 jours. Lindsay me disait en râlant que je n'étais pas en sucre. Mais elle m'a quand même écouté. Elle a préparé un riz bien fondant, et fait sauter quelques petits plats tout simples. Au milieu des vapeurs parfumées, elle a fixé ma jambe, tu t'es vraiment blessé? J'ai pris un air très sérieux pour m'expliquer, il y a 2 jours, je suis allé faire de l'escalade avec Sommué et j'ai fait une mauvaise chute. Mais ça va. Le médecin a juste dit qu'un peu de fauteuil roulant m'aiderait à mieux récupérer. Ce nom-là réussissait toujours à mettre Lindsay de mauvaise humeur. Son visage s'est visiblement refroidi. Incapable de cacher son agacement, elle a lâché un reniflement dédaigneux, bien fait pour toi. À table, je prenais ma bouillie de riz avec une cuillère. Comme j'avais peur de tacher mes vêtements devant Lindsay, je gardais la tête baissée, en collant ma bouche le plus près possible du bol. Lindsay m'a jeté des regards bizarres à plusieurs reprises. Finalement, n'y tenant plus, elle a craqué. Tu crois vraiment que c'est mignon de faire ça? Comme si elle craignait de ne pas avoir été assez claire,
elle a ajouté d'un ton sec. Tu vas finir la tête dans ton bol. T'as 3 ans ou quoi? D'un coup, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai gardé la tête baissée, sans la regarder, et j'ai marmonné, mêle-toi de tes affaires. Lindsay a encore froncé les sourcils. Mange un peu de ça. J'ai répondu du tac au tac, je suis au régime. Ça l'a mise encore plus en rogne, t'as vu ta tête de squelette, et tu fais encore un régime? Tu cherches à devenir immortel ou quoi? J'avais une boule énorme dans la gorge, alors je me suis tu. Un long moment plus tard, Lindsay m'a quand même servi un peu de nourriture dans la petite assiette près de ma main. C'est là que mes larmes ont coulé d'un coup. Heureusement, son téléphone a sonné pile à ce moment-là. J'ai eu le temps d'apercevoir le nom de Wenfeng sur l'écran. Visiblement, c'était un appel important pour elle. Elle a décroché et s'est dirigée tout droit vers la chambre. On aurait dit qu'elle avait peur que j'écoute aux portes. Mais au moins, avec cet appel, elle n'a pas vu mes larmes. Quand elle s'est levée pour aller dans la chambre, j'ai vaguement entendu la voix de Wenfeng à l'autre bout du fil. C'était des pleurs, des cris de reproche. Je n'ai pas bien saisi les mots exacts, mais on sentait toute sa détresse. C'est sans doute parce que Lindsay n'a pas l'habitude d'être aussi en retard pour rentrer. Je me suis soudain rappelé que j'avais amené Lindsay ici, mais sa vraie maison n'est plus ici maintenant. Cet appel a duré une éternité. J'ai baissé la tête et avalé mon bol de soupe de riz en silence. Incapable de me lever seul, je suis resté assis à table à l'attendre calmement, regardant les plats et le bol de Lindsay refroidir complètement, petit à petit. Ce n'est qu'une bonne demi-heure plus tard que Lindsay est enfin rentrée. Évidemment, à cause de Wenfeng. Elle n'avait plus très envie de manger avec moi. Elle s'est forcée à prendre 2 bouchées avant de dire qu'elle n'avait plus faim, a posé ses couverts et m'a aidé à aller dans la chambre. À cause de cet appel, une certaine distance s'est de nouveau installée entre nous. Je savais qu'elle avait sûrement hâte de repartir. Mais j'ai fait l'idiot pour rester dormir ici. C'était la dernière nuit. Juste une dernière nuit avec moi. Tôt le lendemain matin, Lindsay est partie travailler. Avant de partir, elle m'a aidé à faire ma toilette et m'a préparé mon petit déjeuner. Aucun de nous n'a osé aborder le sujet. Reviendrait-elle ici ce soir? Pourtant, au fond de nous, on connaissait déjà. La réponse, c'était non. Hier soir, elle a dormi dans la chambre d'à côté. Au petit matin, je l'ai même entendue au téléphone. Le ton montait, on aurait dit qu'elle se disputait avec Wenfeng. Wenfeng avait sûrement découvert ma relation avec Lindsay, et il avait peur que je lui vole sa grande sœur. J'ai fait rouler mon fauteuil pour raccompagner Lindsay jusqu'à la porte. Dans ce vieil immeuble délabré, la lumière du soleil entrait par la fenêtre au bout du couloir. C'était un doux mois de mars printanier. Même le soleil matinal commençait à se faire plus chaleureux. Lindsay, arrivée en haut des escaliers, sur le point de descendre, a soudain eu l'air de se souvenir de quelque chose. Elle a fait demi-tour et s'est accroupie devant mon fauteuil. Je viens de me rappeler que ma secrétaire a pris sa journée. Tu sais faire un nœud de cravate? Fais-le pour moi. J'ai été pris de court, mais j'ai tout de suite tendu les mains. Malheureusement, je n'avais vraiment plus aucune force dans les doigts. J'ai lutté un bon moment, le dos trempé de sueur froide, et le nœud Windsor est quand même resté tout lâche. Lindsay a eu un petit rire moqueur. T'as rien dans le ventre ou quoi? J'ai répondu, impuissant. Le petit-déj est encore sur la table. C'est vrai que je n'ai rien avalé. Lindsay m'a regardé, avec ce même regard un peu étrange, comme si elle ne me reconnaissait plus. Après un long silence, elle a fini par lâcher. Quand tu seras rétabli, retourne bosser à l'école. Je te dis de démissionner et tu le fais sans broncher? C'est si dur que ça de me dire un mot gentil? Je suis resté figé une seconde, avant de ne pas pouvoir m'empêcher de sourire. D'accord. Lindsay a détourné le regard, un peu gêné, avant d'ajouter, c'est l'anniversaire de maman à la fin du mois. Je te dirai où se trouve le cimetière à ce moment-là. On ira s'y recueillir tous les deux. Mais je ne pourrai pas tenir jusque-là. J'ai essayé de l'amadouer un peu. Tu ne peux vraiment pas me le dire maintenant? Je t'en supplie, je veux tellement savoir. Comme ça, si je meurs, je pourrai peut-être revoir maman. Lindsay n'a pas cédé. Elle s'est levée et a dit, non. J'ai soupiré doucement. Je connaissais trop bien son caractère pour savoir qu'elle ne me le dirait jamais en avance. Lindsay s'est retournée pour partir. J'ai regardé la veste de tailleur posée sur son bras. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler, même s'il fait plus doux, fais attention à ne pas prendre froid, tu devrais te couvrir. Lindsay a glissé la veste sur ses épaules, et, sans même se retourner, a répondu. D'accord. Ai-je murmuré, mais ma voix était si faible qu'elle ne l'a pas entendue. Je l'ai regardé descendre les escaliers et s'en aller, pour la toute dernière fois. Sa silhouette a disparu au bout du couloir.
J'ai fait demi-tour et j'ai poussé mon fauteuil roulant jusqu'au salon. Lindsay m'avait dit qu'elle m'avait trouvé une aide-soignante, et qu'elle arriverait sûrement vers midi. Tu vois, elle n'a vraiment plus l'intention de revenir, pour être aussi pressée de me confier à quelqu'un d'autre. Je suis allé vers le porte-manteau du salon, pour y chercher mes affaires. Mes cachets étaient dans la poche de ce manteau. Mais le manteau qui y était suspendu avait disparu. J'ai cherché partout, la tête atrocement lourde. L'appartement est pourtant minuscule, mais je n'ai rien trouvé. J'ai une si mauvaise mémoire. Impossible de me rappeler où j'aurais bien pu ranger ce vêtement. J'ai fini par abandonner. Je n'ai trouvé qu'un couteau à fruits, posé sur la table à manger. Juste à côté, il y avait ce que Lindsay venait tout juste de me préparer, une assiette de fruits. J'ai pris le couteau et je suis retourné dans ma chambre. À l'époque où on vivait toutes les trois ici, c'était le lit de maman. Alors, est-ce qu'un infime fragment de son âme est resté sur ce lit, après sa mort? Je n'ai pas pu trouver sa tombe, ni même récupérer ses cendres. Je ne voyais vraiment pas d'autre moyen d'être un peu plus près d'elle au moment de mourir. Je me suis allongé. Avec difficulté, j'ai pressé la lame contre mon poignet. J'ai cru entendre mon téléphone sonner. Une sonnerie incessante. Impossible de distinguer la réalité de mes hallucinations. Dans l'odeur du sang, et ma vision qui se troublait, j'ai cru voir le visage de maman. Elle a tendu la main pour caresser doucement ma tête. Avec cette voix toujours aussi tendre et pleine de compassion, ma petite Xiaowa, tu as tant souffert. J'ai serré sa main de toutes mes forces, et je l'ai suivie. Dans un dernier éclair de conscience, il m'a semblé entendre la porte s'ouvrir avec un fracas terrible. Et la voix de Lindsay, complètement déchirée, Xiaowa. Une voix si nette. Une illusion si criante de vérité. Mais je sais que ce n'est pas réel. Elle ne reviendra pas. Comme elle me l'avait jeté à la figure, quand tu crèveras pour de bon, ne m'appelle pas grande sœur, puisque c'est ce que tu souhaitais, alors, on se dit adieu pour cette vie. Ma petite Xiaowa est morte. La dernière fois qu'elle m'a parlé, c'était devant ce vieil appartement de location. Elle était déjà installée dans son fauteuil roulant. Elle, qui peinait tant à manger avec une simple cuillère, s'était obstinée à me nouer ma cravate, sans même réussir à faire un nœud correct. La dernière chose qu'elle m'ait dite, c'était, même s'il fait plus chaud, fais attention à ne pas attraper froid. Tu ferais bien de te couvrir un peu plus. Il y avait tant de signes étranges, des adieux si évidents. Et je n'ai rien remarqué. Bon sang, comment ai-je pu être aussi aveugle? Je m'étais dit qu'en rentrant du travail, je ferais tout pour la faire rire, ne serait-ce qu'une fois. J'espérais qu'elle serait moins distante, qu'elle accepterait de rester à mes côtés comme avant. C'est justement pour ça que je lui avais dit que j'avais engagé une aide-soignante. Je voulais juste lui faire comprendre, en douceur, que j'étais prête à m'occuper d'elle pour toujours, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter des contraintes liées à ses jambes blessées, que même quand je serais au travail, quelqu'un serait là pour veiller sur elle à ma place. En conduisant vers le bureau, alors que j'étais arrêté à un feu rouge, j'ai jeté un regard vers le siège passager, sur ce sac en papier, que j'avais emporté. Il contenait son manteau, taché de sang depuis que je l'avais veillé à l'hôpital l'autre jour. Elle ne faisait que me demander si j'avais mal, si je souffrais encore. Ses vêtements étaient sales et elle n'avait même pas pensé à se changer. J'ai demandé à mon assistant de lui en acheter des neufs et de les apporter de bon matin. Je les ai accrochés au porte-manteau. Aujourd'hui, on dirait que même lui offrir un vêtement en main propre, ça me gêne? Bref, je les ai laissés là. S'il les voit, il comprendra sûrement, non. Quant à ce vieux vêtement, je l'ai embarqué dans la voiture en me disant que j'allais le déposer au pressing en chemin. Si je le jetais, je ne sais pas s'il se mettrait en colère. Le feu rouge m'a paru un peu plus long que d'habitude. Et pour tuer le temps, j'ai tendu la main et sorti son manteau à lui du sac en papier. La poche était un peu gonflée, comme s'il y avait quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? J'ai glissé ma main dans la poche. Mais le feu est passé au vert à ce moment-là. La voiture de derrière a klaxonné, j'ai relâché le manteau en panique et j'ai redémarré. Le contenu de la poche a glissé sur le tapis de sol. C'était un flacon de vitamine C. Et une carte bancaire. Cette carte noire m'était familière. C'était comme une épine qui s'enfonçait brutalement dans mon crâne. La voiture traversait le carrefour, mon pied a soudainement tremblé. Bam! Un énorme bruit. Je suis rentré dans la voiture de devant. La circulation a vite tourné au chaos, quelqu'un frappait frénétiquement à ma vitre. Au milieu de ce vacarme assourdissant, le vide total s'est fait dans mon esprit. Dans un état second, je me suis penché doucement pour ramasser cette carte et ce flacon. Ma signature était encore au dos de la carte. C'était celle que j'avais donnée au directeur Tan. Et pourtant, elle se trouvait là, dans la poche du manteau de Lindsay. Dans les airs, c'était comme si un visage hideux
m'observait avec un sourire machiavélique. Une vérité terrifiante a soudainement commencé à remonter, peu à peu, à la surface de ma mémoire. Si le directeur en avait donné cette carte bancaire à Lindsay. Si, encore aujourd'hui, ils se connaissaient tous les deux. Si. Les coups sur la vitre devenaient de plus en plus violents, ma vue se brouillait, par vagues noires. Des fragments de souvenirs, vieux de plusieurs années, ont soudainement percuté mon esprit avec fureur. Lindsay, quand il était plus jeune, me présentant à ses amis, ma grande sœur. Est la personne la plus intelligente, mais aussi la plus aveugle qui soit. Les mots que m'avait dit le directeur Tan à la fin du collège. Ton petit frère est le plus sage et le plus mature. Et puis l'image change. C'est le petit matin, devant l'appartement de location. Le sourire enjôleur de Lindsay, qui disait, le but de maman. Tu ne peux vraiment pas me le dire maintenant? Je t'en supplie. Des lianes invisibles m'enserraient la gorge, se resserrant sans cesse. Ma respiration s'accélérait. Les mains tremblantes, j'ai dévissé ce flacon de vitamine C. Des pilules blanches s'en sont écoulées. C'étaient les somnifères que l'on m'avait prescrits il y a tout juste 2 jours. Le médecin m'avait pourtant bien précisé qu'une demi-pilule suffisait, qu'il ne fallait surtout pas dépasser la dose. Ces pilules éparpillées sur le sol, c'était comme un torrent féroce prêt à m'engloutir. J'avais tort. J'avais tout faux. Tout, absolument tout était faux. Pourquoi? Pourquoi en arriver là? Après avoir récupéré les cendres de Lindsay, je me suis évanoui chez moi et mon assistant m'a emmené d'urgence à l'hôpital. On m'a diagnostiqué une dépression sévère et un épuisement nerveux. Quand le médecin m'expliquait les précautions à prendre, je lui ai demandé, si je ne suis pas le traitement, il me reste combien de temps avant d'en mourir? Son visage est devenu incroyablement grave. Mademoiselle Lin, je vous conseille, dès cet instant, une hospitalisation de 24 heures sur 24. Je n'ai pas accepté son conseil. J'ai quitté l'hôpital pour rentrer dans cet appartement en location. Sur le chemin, je suis tombé sur Sommué. Il m'a tendu une pochette. Sa voix était pleine de douleur et d'ironie. Avant de mourir, Lindsay a dit qu'il espérait que tu ne saches jamais rien. Pour que tu souffres moins quand il serait parti, mais moi. Je ne supportais pas de te voir trompé par ces mensonges. J'ai pris la pochette, et je suis rentré chez moi, complètement perdu. Les documents à l'intérieur se sont éparpillés sur mon bureau, avec plusieurs clés USB, elles contenaient toute la vérité. Chaque élément était comme une torture lente et insoutenable pour moi. La collaboration de Lindsay avec Sommué toutes ces années, ses plans, étape par étape, pour envoyer Lin Shanming en prison. Toutes les preuves rassemblées, les historiques de virements avec le directeur Tan, les journaux d'appel, les messages. Le jour où Lin Shanming a été condamné à perpétuité en première instance, Lin Yi est sorti du tribunal fou de joie. Sur les images, face à la caméra, il disait qu'il pouvait enfin aller retrouver sa grande sœur. Ce Lin Yi de 23 ans avait l'air de redevenir le petit garçon d'autrefois en un instant. Mais, en tournant les pages du dossier, une à une, je suis tombé sur son diagnostic de la maladie de Charcot. Alors, s'il était en fauteuil roulant, ce n'était pas à cause d'une chute en escalade. S'il mangeait sa soupe à la cuillère, ce n'était pas sur un coup de tête, ni par simple envie. Alors, quand on s'est revu pour la première fois après 7 ans, je ne pensais qu'à déverser ma haine sur lui. À la façon dont j'allais le regarder supplier et regretter, tout au long de sa vie. Sans savoir qu'il attendait déjà la mort. Sommué m'a dit que l'accord de don de corps, même sans la signature de la famille, était quand même valable. S'il est venu te voir, c'était sûrement parce qu'il venait de tomber malade et qu'il était terrifié. Ce jour-là, il voulait peut-être t'appeler à l'aide, mais tu lui as dit que même s'il venait à mourir, tu ne voulais pas le savoir. Il avait peut-être d'autres choses à te dire, mais du coup, il a gardé le silence. Il voulait peut-être t'appeler à l'aide, et à cet appel, j'ai répondu, quand tu mourras pour de bon. Ne venez même pas m'en informer. Voilà la réponse qu'il a eue. Mais en réalité, c'était faux, ce n'était pas ça, je voulais juste, je ne savais pas. Ce jour-là, je ne pensais pas qu'un truc aussi absurde qu'un don de corps pouvait être vrai. J'en voulais juste tellement à Lin Yi, de m'avoir ignoré pendant cette longue année, de n'avoir jamais brûlé un seul bâton d'encens pour maman. Mais j'ai oublié que c'était moi qui, 7 ans plus tôt, lui avais dit que je ne voulais plus jamais le voir. Je ne savais pas que la nuit où maman nous a quittés, Lin Yi venait juste d'apprendre que Lin Shanming allait profiter de l'agitation sur ce bateau de croisière pour conclure une énorme affaire illégale. Il avait tout préparé avec Sommué pour le coincer. Et si rien ne dérapait ce soir-là, ils auraient eu assez de preuves pour envoyer Lin Shanming derrière les barreaux. C'est pour ça qu'il a hésité au téléphone, en disant qu'il ne pourrait pas rejoindre maman avant le lendemain. Mais,
Après avoir raccroché, il a quand même choisi de tout abandonner pour rentrer d'urgence au pays, en pleine nuit, en faisant aussi vite que possible. Mais avec la distance et le retard de son vol, quand il est enfin arrivé à l'hôpital, c'était déjà le lendemain midi. Mais moi, je ne me suis même pas demandé d'où il venait. Noyé dans un chagrin immense, et complètement hors de moi, j'ai déversé toute ma rage en lui hurlant de disparaître de ma vue. Je voulais juste. Je le détestais de nous avoir abandonnés, maman et moi, je voulais juste. Je ne pensais vraiment pas qu'il souffrait d'une maladie incurable, qu'il allait mourir. La dernière fois, l'un m'a demandé. Tu ne pourrais vraiment pas me le dire maintenant? Je t'en supplie. Il voulait tellement savoir plus tôt, mais je me suis obstiné à attendre l'anniversaire de maman pour lui dire. Tout ça parce que maman, sur son lit de mort, avait laissé une dernière volonté. Elle disait ne rien vouloir d'autre, juste qu'à l'avenir, pour son anniversaire. Si l'un le voulait bien, que nous allions tous les deux sur sa tombe pour la voir. C'était tout ce qu'elle demandait. Mais ça fait 7 ans, et pas une seule fois je n'ai pu exaucer son vœu. Et aujourd'hui, alors que je revois enfin l'un j'ai tellement peur de décevoir maman une fois de plus. J'avais peur que si l'un apprenait les intentions de maman trop tôt, le jour de son anniversaire, il n'irait peut-être pas. Je l'ai toujours jugé avec les pires pensées. J'ai toujours cru qu'un jour, il nous abandonnerait encore maman et moi, d'une manière aussi cruelle et égoïste. Mais je ne savais pas que la personne égoïste et cruelle, ça n'avait jamais été lui. Je ne savais pas que dans mon dos, mon petit Xiaoyi s'était sacrifié tout seul, combien il avait souffert en silence. Mais, c'est trop tard, tellement trop tard. La veille de sa mort, l'un a vu que Wenfeng m'avait appelé. Je sais qu'à propos de Wenfeng et de ma soi-disant mère adoptive, il a dû se faire énormément de fausses idées. Il ne savait pas que Wenfeng était le fils de Wen Langxin, et l'enfant illégitime de Lin Shanming. Cette nuit-là, Wen Langxin est morte. Après m'avoir appelé plusieurs fois pour m'insulter et me maudire, il a complètement craqué, il a sauté d'un immeuble et est mort sur le coup. Et Wen Langxin, c'était cette femme qui avait poussé Lin Shanming à trahir maman. Après la mort de maman, Wen Langxin, dont Lin Shanming s'était lassé et avait rejeté, est venue me trouver. Elle disait avoir pitié de moi, qu'elle voulait m'adopter, pour bien s'occuper de moi par la suite. Mais en réalité, elle s'imaginait juste pouvoir se servir de moi pour retourner auprès d'eux, Lin Shanming, et retrouver sa belle vie de luxe d'autrefois. Ça ne me dérangeait pas d'utiliser un pion qui s'offrait à moi. Alors, je suis rentré dans son jeu. Grâce à Wen Langxin, j'ai rassemblé un tas de preuves des crimes de Lin Shanming. Et parmi ces preuves, il y avait aussi de quoi l'incriminer elle, son implication dans la drogue et sa complicité dans les fraudes financières de Lin Shanming. Après des années d'efforts, j'ai enfin pu soumettre toutes les preuves nécessaires au tribunal. Et au même moment, quelqu'un d'autre que je n'attendais pas du tout s'est manifesté. L'avocat de Lin Shanming, Song Yue, a lui aussi fourni des preuves pour le dénoncer. Avec tout ça, Lin Shanming a carrément pris perpétuité. Je pensais que Song Yue l'avait juste enfoncé parce qu'il voyait que ses crimes étaient découverts, pour sauver sa propre peau. Je n'avais aucune idée que lui et Lin, tout comme moi, avaient lutté pendant tant d'années dans le même but. Pendant toutes ces années, mon petit Xiaoyi et moi avons choisi des chemins différents pour arriver au même point. Nous portions la même haine en nous, nous espérions la même fin. Nous aurions pu nous retrouver à l'arrivée. Mais c'est fini, on ne se reverra plus jamais. Plus jamais. Lin Shanming est en prison, sa condamnation a été confirmée en appel, et les beaux rêves de Wen Langxin ont été complètement anéantis. Même un imbécile comme lui a enfin fini par comprendre mon véritable but. J'ai rassemblé les preuves des crimes de Wen Langxin de ces dernières années, et je les ai remises à la police. Wen Langxin est devenue complètement folle. Au moment de son arrestation, elle a sauté par la fenêtre pour s'enfuir et a débarqué chez moi. Et justement, ce soir-là, j'ai appris que Lin était encore retourné à la prison pour voir Lin Shanming. J'étais tellement triste et en colère. J'ai bu jusqu'à en perdre la raison. Alors que j'étais plongé dans un profond sommeil, Wen Langxin a fait irruption et m'a gravement blessé avec une machette. À cause de l'alcool, je n'avais aucune force. Ce n'est qu'au tout dernier moment que j'ai pu l'assommer en lui fracassant un vase sur la tête. Ensuite, en titubant, j'ai conduit toute seule jusqu'à l'hôpital. À l'hôpital, je regardais Lin, le visage déformé par la panique et la douleur. En l'entendant pleurer à chaudes larmes après 7 ans, et m'appeler grande sœur, ça a été comme une lame douce qui s'est violemment enfoncée dans mon cœur. À cet instant, je me suis soudain dit que peu importe la rancœur que j'éprouvais envers Lin dans le passé, à partir de maintenant, je pourrais tout lui pardonner. Après avoir frôlé la mort de si près, j'ai soudain réalisé que je ne voulais plus jamais le perdre. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que l'un l'autre. Nous sommes la seule famille qu'il nous reste. J'ai soudainement su qu'à partir de maintenant,
je ne voulais plus jamais quitter Linhy, plus jamais être séparé de lui. Nos ennemis ont été punis par la loi, et maman est partie. Je ne veux plus haïr. Je veux ramener Linhy à la maison. Linhy me manque, notre ancienne maison me manque. Mais il est mort. Mon petit Yi, il est mort. Nous avons étouffé ensemble ceux que nous haïssions, mais nous avons aussi perdu à jamais l'être que nous aimions. J'ai acheté 2 autres concessions funéraires à côté de la tombe de maman. Dans l'une, j'ai enterré Linhy. Et j'ai gardé l'autre pour moi. Je me demande s'il y a une vie après la mort. Ceux qui sont enterrés côte à côte ici, pourront-ils se retrouver dans une autre vie? C'était une magnifique journée ensoleillée d'avril. Le cimetière était complètement désert. Je me suis assise devant la tombe de Linhy. J'ai levé ma canette de bière, et je l'ai fait trinquer doucement contre sa pierre tombale. De son vivant, maman interdisait à Linhy de boire. Je me demande si elle serait en colère de nous voir, là, tout de suite. Une fois ma canette vide, j'en ai décapsulé une autre. Et j'ai sorti ce flacon de vitamine C que Linhy avait caché dans la poche de son manteau. Dans un état de transe, j'ai eu l'impression de revoir Linhy me taper sur la tête, en me grondant très sérieusement parce que j'avalais mes médicaments avec de la bière. T'es complètement malade ou quoi? Attends que maman voie ça. Tu vas voir si elle ne va pas te briser une jambe. Son visage tout fâché semblait à nouveau se dresser devant moi. J'ai souri en regardant la tombe de Linhy. Quand j'ai pris la parole, ma voix avait sans doute un petit ton provocateur. Je venais d'avaler très facilement, rien qu'avec une bière, tout un flacon de vitamine C. Et pourtant, je n'ai pas vu maman débouler pour me briser les jambes. J'ai appuyé ma tête contre la pierre tombale, et j'ai lentement fermé les yeux. Dans un dernier murmure de conscience, j'ai glissé, il ne fait pas encore nuit, n'oublie pas de m'attendre pour dîner.